À la une ce soir, 31 voix pour, 15 contre et une abstention. Le budget 2018 de la CTM a été validé hier soir. Il est en baisse de 10 millions d'euros. Quelques élus regrettent la diminution de certains portefeuilles. Des scientifiques de l'Hexagone en reconnaissance aux prêcheurs à la demande du préfet. Ils sont venus étudier le phénomène des lahards. Ils resteront 3 jours sur place. Une délégation du ministère de la Pêche à la rencontre de nos professionnels de la mer. Ils se sont rendus au Vauclin pour comprendre leurs difficultés. Manque de moyens et sargasses ont été évoqués. Et puis, le Centre de découverte des sciences et de la Terre de Saint-Pierre a organisé son premier mercredi de l'air, des ateliers pour sensibiliser le public à la qualité de notre air. Le rendez-vous est organisé en partenariat avec l'association Madinaire. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Deuxième jour de séance plénière aujourd'hui à la CTM avec près de 30 points à l'ordre du jour. Le très attendu budget 2018 avait déjà été voté hier soir avec 31 voix pour, 15 contre et une abstention. Le budget en baisse de 10 millions d'euros est validé. Les élus de la majorité sont globalement satisfaits de la répartition de leur portefeuille. En revanche, l'opposition regrette que certains secteurs soient lésés. Voyez ce reportage de Sandrine Claude et Aurélie Talmincy. Un peu plus de 1,90 milliard d'euros. Le budget primitif 2018 de la CTM est en baisse. Il a donc fallu faire des choix et surtout définir des priorités. 400 millions et davantage sont consacrés particulièrement au social, c'est-à-dire tous les gens qui perçoivent le RSA, l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, personnes âgées, la prestation compensatrice de handicap. Après avoir voté en faveur de la proposition budgétaire, Yann Monplaisir, tout comme une grande partie des élus de droite, émet quelques réserves sur la répartition des fonds. J'aurais souhaité que l'on fasse un peu plus pour impulser un peu plus dynamiquement et avec un peu plus d'affirmation le soutien à l'activité économique. Mais c'est vrai que nous sommes dans une situation budgétaire très contrainte et que d'aucuns pensent qu'il convient d'être plus prudent. L'un des plus en difficulté, le secteur du BTP se voit attribuer une somme de 80 millions d'euros. Mais avec un budget amputé de 10 millions, ce sont certains secteurs qui vont devoir se serrer la ceinture. Le domaine de la culture, du sport, certaines aides économiques, bon, mais en même temps, nous avons maintenu des formes d'aide, comme la formation professionnelle, par exemple, bon, qui figure dans le budget, dans la nomenclature, ça figure en fonctionnement. Mais quand on forme des gens, on donne de la formation professionnelle et on donne au tissu économique des travailleurs formés et qui peuvent améliorer la capacité des entreprises, c'est une forme d'investissement. Également dans le portefeuille, un emprunt de 60 millions d'euros. Pour l'opposition, il aurait dû être plus conséquent et ce n'est pas le seul point de discorde. Quand on a un budget formation, un budget éducation qui sont en réduction, mais de façon significative de près de 15%, nous ne pouvons pas nous satisfaire de cette situation. De la même façon, tout le monde reconnaît aujourd'hui que le travail qui a été fait concernant le tourisme depuis des années est important. Aujourd'hui, le budget du CMT connaît des coupes sombres. Donc nous ne pouvons pas partager cette politique qui est pour nous un enlisement de la Martinique. Un budget primitif de restriction, les dépenses de fonctionnement de la collectivité sont aussi en déclin, moins 33 millions d'euros par rapport au budget 2017. Et je vous le disais, il restait encore une trentaine de points à traiter aujourd'hui. Parmi eux, les élus ont demandé l'arrêt immédiat et définitif du projet NEMO visant à produire de l'électricité à partir de l'énergie thermique des mers au large des communes de Casse-Pilote et Bellefontaine. Selon eux, le projet aurait un coût trop exorbitant, 450 millions d'euros pour une production faible. De plus, les élus ont estimé qu'il exposerait la Martinique à des risques majeurs en raison du stockage de près de 300 tonnes d'ammoniac. Autre point à l'ordre du jour, les fonds européens. Voyez les précisions recueillies par Sandrine Claude et Aurélie Talmincy. Les fonds européens qui représentent pour nous une partie importante des financements que nous mettons à disposition aussi bien de l'activité économique que du social ou de l'aspect culturel ou sportif. Et d'une manière générale, ces fonds dits structurels, fonds européens, sont destinés à favoriser tous les éléments du développement
et quelquefois jouer un effet de rattrapage par rapport aux autres zones de l'Europe, puisque nous sommes une zone prioritaire en raison de certains critères et notamment du retard pris dans certains domaines et notamment le domaine du développement économique. Alors il y a des aides importantes qui sont allouées au secteur de l'environnement. L'Union européenne est très sensible aux problèmes liés à l'environnement, mais aussi aux problèmes de l'agriculture et ainsi, il en est ainsi de la banane, du rhum et d'autres investissements liés au tourisme par exemple. Et notez toujours dans le cadre de cette plénière concernant la mobilisation des étudiants contre un retour possible des mises en cause dans l'affaire du Sérigmia, les élus de l'Assemblée de Martinique leur ont apporté leur soutien. Ils exhortent le président de l'Université des Antilles à ouvrir dans les plus brefs délais un vrai dialogue avec les étudiants pour un retour durable à la sérénité sur le campus. Des scientifiques venus de l'Hexagone sont actuellement en mission aux prêcheurs. Un travail de reconnaissance effectué à l'initiative du préfet Franck Robine pour mieux comprendre le phénomène des lahards. Durant 3 jours, ils devront évaluer et réfléchir à des aménagements pour protéger le lit de la rivière et bien évidemment les habitants de la commune. Voyez ce reportage d'Alizé Lutran et de Guy Raphaël René. Sitôt posés, les scientifiques se rendent au chevet de la rivière pour prendre son pouls. Depuis janvier, près de 400 lahards ont été enregistrés contre une vingtaine l'an passé à la même période. Il faut maintenant faire un état des lieux de la falaise et de ses failles, mais certains éléments restent inconnus. On sait qu'il y a des circulations d'eau à l'intérieur, on sait que forcément la pluie va agir, mais on ne peut pas dire aujourd'hui une grosse pluie va déclencher un gros lahar. Ça c'est trop réducteur entre guillemets. Donc bien sûr la pluie va remobiliser des choses qui sont déjà tombées, mais ce n'est pas forcément la pluie qui va être le facteur déclenchant. La rivière fait l'objet d'une surveillance accrue. Plusieurs solutions sont déjà avancées pour la désengorger en cas de nouvelles coulées, comme l'installation de trappes dans son lit pour capturer les roches volcaniques. Des roches de plusieurs tonnes qui pourraient ensuite servir dans le bâtiment et pour renforcer les berges. Nous savons que c'est un matériau excellent qui peut être valorisé et c'est pour cette raison d'ailleurs que nous serons, nous Préchotins, conseil municipal, population, comité de vigilance, force de proposition quant à la valorisation de ce matériau qui peut nous permettre justement de joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire d'assurer notre protection, notre sécurité, c'est la première des choses. C'est ce qui me préoccupe en tant que maire, mais en même temps, pourquoi pas, notamment pour amoindrir le coût, parce que ça coûte de l'argent bien évidemment, valoriser le sable. Faire d'une pierre deux coups pour épargner les riverains qui depuis 3 mois vivent au rythme des sirènes d'alarme. L'autre priorité de la mission scientifique, pallier des situations devenues anxiogènes. Par exemple avec l'école et voir donc dans quelle mesure on pourrait développer des projets pédagogiques pour amener les enfants à être rassurés sur le phénomène. Rassurés comment ? En expliquant de quoi il s'agit et en leur permettant de s'impliquer pour surmonter ce qui se passe et mieux comprendre, mieux anticiper ce qui est actuellement à l'œuvre. Dans 2 jours, les experts repartiront pour l'Hexagone avec dans leur valise toutes les analyses et prélèvements nécessaires à l'élaboration d'un plan d'action. Autre visite de reconnaissance chez nous, cette fois-ci c'est une délégation de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture qui est en visite en Martinique. Les représentants du ministère de la Pêche et de l'Alimentation ont rencontré ce matin des professionnels de la mer sur le port de pêche du Vauclin. Une occasion de mieux comprendre leur quotidien. Voyez ce reportage de Loïc Régis. Rapide, ça se quand même. 60 pétins. Alors voilà. Dieu que de l'autre j'ai vendu là. Alors, avec ça, je vais, dis-moi, montre-moi. Sans langue de bois, ces marins-pêcheurs exposent leur quotidien parfois difficile. Prix du carburant, infrastructures vieillissantes, sargasses, mais aussi une ressource qui se raréfie. Les plaisanciers, ils ne paient rien. Ils vont à la mer, ils pêchent quand ils veulent, ils vendent leurs poissons, voilà, il n'y a pas de contrôle. Ok ? Il n'y a vraiment pas de contrôle. Il y a du pélagique, mais le poisson rouge a un peu diminué. Le pélagique, par moment, on en prend, par moment, on n'en prend pas. Normalement, on devait prendre du poisson pélagique en grande abondance, là on en prend très peu. Je ne sais pas si c'est le réchauffement climatique, c'est dû à quoi, je ne sais pas, mais ça a diminué effectivement. Des problématiques anciennes qui concernent de nombreux professionnels de l'île, mais qui restent encore sans réponse. Des plans de relance sont en préparation pour redynamiser l'activité, notamment l'élargissement des zones de pêche. L'Europe interdit l'achat de nouveaux navires, l'Europe à cause de la surpêche. Mais parallèlement à cela, l'Europe finance les pays ACP, comme le Venezuela, qui vient de recevoir des subventions pour acheter 25 navires.
Le résultat, c'est que le vivano pêché en eau française sur les plateaux guyanais est revendu dans nos cantines scolaires, dans nos hôpitaux et dans nos restaurants, alors que nos marins pêcheurs, s'ils ont des navires adaptés, si nous opérons cette mutation de la pêche, pourront effectivement aller dans la zone économique exclusive, aller sur les plateaux guyanais pour pouvoir vivre de leur production. La visite du directeur des pêches maritimes permet une immersion dans la réalité locale. Ce déplacement pourrait aussi favoriser une remontée plus efficace des informations. C'est intéressant pour moi de venir vraiment toucher du doigt et rencontrer surtout les pêcheurs eux-mêmes pour qu'on puisse échanger, puisqu'en fait on se retrouve quasiment chacun à une extrémité de la chaîne. Eux sont vraiment dans l'activité au quotidien. Et puis moi, ma fonction, elle est d'aller proposer des réglementations, élaborer, négocier les réglementations. Donc de faire le lien entre les deux, c'est vraiment important. En Martinique, seulement 1/6 de la consommation de poissons provient de l'activité locale. Le secteur a donc une marge de progression certaine. Encore faut-il satisfaire la clientèle. Et nous devions recevoir ce soir Olivier Marie-Reine, président du comité des pêches de Martinique, pour parler plus largement de cette visite. Mais il est coincé dans de gros embouteillages. D'ailleurs, si vous avez tenté d'emprunter la RN5 depuis ce midi, vous avez dû vous en rendre compte. De gros travaux d'EDF sont en cours au niveau du rond-point, au niveau du centre de maintenance du TCSP, qui permet d'accéder soit à l'aéroport, soit au centre commercial Place d'Armes. Tous les véhicules de l'ancienne route du Lamentin sont donc détournés, ils sont déviés vers la RN5. Nous poursuivons avec cette autre information. En bref, 6 camions des entreprises de ramassage d'ordures sont actuellement mobilisés devant l'incinérateur de Dillon. Ils protestent contre leurs mauvaises conditions de travail. Selon eux, l'usine d'incinération déborde depuis plus de 6 mois. Nous poursuivons avec cette intervention de Jean-Philippe Nilor aujourd'hui à l'Assemblée nationale. C'est lors d'une réunion commune des commissions Affaires sociales, économiques et développement durable qu'il a interpellé le gouvernement sur l'empoisonnement de nos sols et de nos eaux au chlordécone. Je vous propose de voir cet extrait. Aujourd'hui, suite à des dérogations qui ont été accordées par l'État, alors que ce produit était interdit en France, la chlordécone a provoqué un véritable désastre sanitaire aux Antilles. 91% des Martiniquais sont empoisonnés. On assiste à un foisonnement des cancers du sein chez les femmes, de la prostate chez les hommes, où nous sommes malheureusement record du monde en la matière. Les malformations génitales, des retards intellectuels, etc. Et j'en passe toutes les conséquences. La terre est polluée. La mer est polluée avec des conséquences sur l'activité des marins-pêcheurs. Les rivières sont polluées. Malgré tout cela, nous n'avons pas, semble-t-il, tiré les enseignements de cette histoire, puisque des dérogations sont en ce moment même accordées pour des herbicides qui sont particulièrement dangereux à partir du moment où ils sont en contact avec un milieu aquatique. Je parle de l'azulox, par exemple. Donc vous voyez, nous sommes loin d'avoir véritablement tiré les enseignements de cette histoire. Et aujourd'hui, les peuples de Guadeloupe et de Martinique s'interrogent véritablement sur la finalité des politiques publiques. Parce que, je le rappelle, le principe de précaution et la santé des hommes ont été sacrifiés sur l'autel des intérêts individuels et financiers. Donc, nous souhaitons que cette mission puisse enfin déboucher sur une interdiction de toute dérogation pour ce type de produit, une intensification avec des moyens financiers de la recherche pour décontaminer, pour dépolluer. J'espère que ce ne sera pas une grand-messe de plus, une mission de plus, mais qu'elle portera des résultats concrets. Restez avec nous à suivre dans cette édition. Nous parlerons de la Guadeloupe qui investit pour lutter contre les sargasses. La ville de Saint-François a déjà dépensé plus de 20 000 €. Et puis Hubert Bornil vous parlera du moment de partage organisé par l'association La Ligne Claire aujourd'hui à Sainte-Marie. Le Belay était à l'honneur.
Je vous le disais, direction la Guadeloupe qui multiplie les actions pour limiter les effets nocifs de l'invasion massive des sargasses. La ville de Saint-François, fortement touchée, a déjà mis la main à la poche en investissant plus de 20 000 € pour protéger ses berges. Voyez ce reportage d'Anne-Elisabeth Hertzen. Régulièrement impactée par l'arrivée de nombreux bancs de sargasses sur ses côtes, la ville de Saint-François a imaginé cette année un nouveau dispositif qui empêche l'échouage d'algues dans la marina. Avec les forces vives, parce qu'il y a eu une forte mobilisation des citoyens, bénévoles, qui sont aussi des connaisseurs de Saint-François, du milieu marin, avec les services de la marina, de la capitainerie et du centre nautique municipal, eh bien, nous avons réussi à mettre en œuvre un dispositif à partir d'une ancienne piscine en eau de mer, propriété de la Riviera du Levant, et avec son autorisation, des barrières pour justement empêcher aux sargasses d'aller dans la marina en particulier, pour protéger quelques plages, en particulier à l'embouchure de la marina et au centre nautique, dans cet espace qui est le lagon. C'est la preuve que la volonté humaine peut produire. Pour chaque collectivité, pardon, on revient tout de suite à l'antenne. Nous partons tout de suite à Paris avec le Premier ministre Édouard Philippe qui a présenté ce matin son projet de réforme constitutionnelle. Il a notamment annoncé la réduction de 30% du nombre de parlementaires et l'interdiction du cumul des mandats. Une assemblée moins connue est aussi concernée par cette réforme, le CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Le gouvernement veut réduire de moitié le nombre de conseillers. Pour l'heure, il y a un représentant pour chaque collectivité d'outre-mer. Alors, quelles seront les conséquences pour eux? Voyez ces éléments de réponse de nos correspondants à Paris. Une transformation profonde du Conseil économique, social et environnemental qui deviendra une chambre de la société civile chargée, avec un nombre de membres réduit de moitié, d'organiser les consultations des citoyens et des experts sur les projets d'avenir pour notre pays. Une simple phrase dans une allocution de moins de 10 minutes. Édouard Philippe n'a pas vraiment été très précis quant au devenir du Conseil économique, social et environnemental. Le CESE, c'est la 3e assemblée de l'État depuis 1925, derrière le Sénat et l'Assemblée nationale. Dans cette institution siègent 233 conseillers nommés par les responsables politiques et les représentants syndicaux. Depuis 2010, un groupe spécifique aux Outre-mer réunit 12 membres. À l'intérieur de cette délégation, nous portons des avis par rapport donc à des projets de loi. Il s'agit d'être présent à l'intérieur de toutes ces institutions pour porter au plus haut donc, les problématiques des Outre-mer. Le rôle du CESE est purement consultatif. Son budget avoisine les 40 millions d'euros par an. Le gouvernement veut faire des économies et le rendre plus efficace. Mais les conseillers ultramarins ont peur de cette réduction généralisée. Imaginez un seul instant qu'on puisse toucher à la composition de notre groupe tel qu'il existe aujourd'hui. Chaque territoire doit avoir au moins un représentant. Quand vous allez enlever un seul membre du groupe de l'outre-mer, c'est un territoire qui n'aura plus de représentants et dont la parole et dont l'expérience et dont le vécu ne sera pas porté. Lors de son allocution, le Premier ministre s'est engagé à ce que chaque département soit représenté par au moins un député et un sénateur, mais il n'a pas évoqué les conseillers du CESE. Le projet doit être débattu devant le Parlement avant juillet. Toujours au chapitre politique, la proposition de loi du député Serge Letchimy visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale en Outre-mer a été adoptée à l'unanimité ce matin au Sénat. Les parlementaires prévoient d'élargir la portée du texte à Saint-Barthélemy et Saint-Martin. La proposition de loi doit maintenant passer en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Le gouvernement, par la voix de la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, s'est déjà engagé à la soutenir. Voyez un extrait de l'intervention de la sénatrice Catherine Conconne à ce sujet aujourd'hui. Regardez. Les villes sont défigurées par ces masures, ces terrains en friche. Pour le pays que je connais le mieux, la Martinique, dans certaines communes, on peut compter jusqu'à un taux de 83%, par exemple au Macouba, dans l'extrême sud-nord du pays, 50% de cas dans la ville capitale Fort-de-France, de cas d'indivision non réglée. Cette loi est attendue.
Nos populations piaffent d'impatience. Les meilleures lois pour l'outre-mer seront désormais celles qui préserveront ce droit à la reconnaissance d'une singularité que nous demandons qu'à assumer. Aux collectivités régies par le 74 qui ont choisi de s'inscrire dans la dynamique de cette proposition de loi, je ne peux que leur dire bienvenue. Nos histoires communes ne sauraient être étranglées par le fétichisme d'un article de la Constitution. Assemblons donc tout ce qui se ressemble. Mais ne perdons jamais de vue que nous traitons là de questions urgentes qui faciliteront le quotidien aussi bien des maires, des élus, des responsables de l'État, mais de milliers, de dizaines de milliers de familles en attente dans les couloirs encombrés des tribunaux souvent sous-dotés en moyens de la République. Cette résolution n'est pas destinée à venir le point de règlement de tous les sujets liés à l'indivision. Il s'agit d'un sujet particulier. Un petit proverbe de chez nous rappelle « à force macaque caressé ichli chouei », autrement dit « l'excès en tout nuit ». Ne noyons pas l'essence de ce texte, considérons-le comme une boîte à outils permanente. De retour en Martinique et direction Saint-Pierre avec le Centre découverte des sciences et de la Terre qui a proposé aujourd'hui son premier rendez-vous Mercredi de l'air. Il s'agit d'activités ludiques sur la qualité de l'air en partenariat avec Madidiner au programme ateliers, jeux et expériences pour sensibiliser les enfants. Voyez ce reportage d'Alizé Lutra et de Garafel René. Pour reconnaître les substances polluantes, il faut avoir du nez. Dans les fioles, du vinaigre blanc, de la cannelle, du tabac et du citron. Pas toujours évident pour nos détectives en herbe de tous les reconnaître. J'ai reconnu l'odeur de la cannelle et l'odeur de la cigarette. Grâce à ce jeu de loi revisité, les enfants apprennent à identifier les produits qui polluent leur environnement, comme ceux que l'on trouve à la maison. La lessive, ça a beaucoup de produits chimiques et ça peut polluer la nature. Ça rend les gens malades, ça rend les animaux malades aussi. Au bout de quelques parties, les enfants ont déjà bien retenu la leçon. Il y a l'énergie renouvelable et il y a l'énergie que l'on fait à la centrale électrique. Ça veut dire quoi l'énergie renouvelable? Ça veut dire que c'est de l'énergie qui est faite par la nature. La Martinique connaît régulièrement des épisodes de pollution. Alors pour protéger l'air que nous respirons, il faut aussi conscientiser les adultes de demain. La pollution de l'air, c'est pas forcément évident à définir. Et puis pour la plupart aussi, ils font pas bien le parallèle entre la pollution qui va être liée à l'activité de l'homme et la pollution qui est naturelle. La pollution de l'air qui va être naturelle, comme les brumes de sable par exemple, c'est pas quelque chose sur laquelle on va pouvoir agir directement. Alors qu'au contraire, la pollution qui est liée à l'homme, c'est en inculquant dès le plus jeune âge les bons gestes et les bonnes habitudes qu'on peut agir dessus. Lundi prochain, tout le monde reprendra le chemin de l'école, tout comme ces ateliers ludiques qui devraient prochainement être développés dans les établissements scolaires et les centres de loisirs. Parlons sport maintenant avec le retour de la sélection de Martinique d'athlétisme qui a participé aux Carifta Games aux Bahamas. Après 3 jours de compétition, nos athlètes sont revenus avec 5 médailles. La sélection de natation des Carifta, quant à elle, est toujours en Jamaïque. Et puis nous parlons également des clubs de natation qui se préparent à partir pour Sainte-Lucie. C'est le tour de l'actualité sportive et c'est signé José Le Cherti. Arrivé avec les honneurs pour la sélection de Martinique d'athlétisme, 5 médailles et des records. L'or pour Tamara Manette au lancer de poids avec un jet à 14,51 m et Thierry Baptiste au saut à la perche avec 5,51 m. Je suis satisfaite, je suis contente de la compétition, de l'organisation. Je sais même plus quoi dire, je suis hyper contente. Les conditions n'étaient pas faciles, les conditions par rapport au vent, la qualité du tapis, mais au final, ça s'est vraiment bien passé parce que j'étais dans un esprit de compétition, il y avait de la bonne ambiance. Et puis, tout était pour que je réussisse, quoi. Les autres athlètes n'ont pas démérité. Le bronze pour Janine Allard-Saint-Arbin pour le relais 4x100 et Arnaud Dupéago. Je suis heureuse, mon objectif a été accompli, c'était de finir avec une médaille. J'ai commencé avec une médaille d'argent en hauteur en 2014. 4 ans après, en 2018, je finis avec une médaille de bronze, donc tout est bon, tout est OK. Je suis très contente de retourner avec ma médaille de bronze. Malgré ça, un peu déçue de ma course personnelle, mais bon, voilà. À la Jamaïque, nos nageurs se sont très bien comportés. La délégation martiniquaise a remporté la médaille d'or sur la 4x200 mètres nage libre filles, 13-14 ans. Le relais était composé de Télia Daluche, Emmaël Griffith, Floriane Vallée, Inès Tibione Pastel. Médaille d'argent pour les 15-17 ans sur le relais 4x200 mètres nage libre.
Un relais composé d'Edwin Delbois, Louis Drogo, Thomas Charlery et un énorme finish de Brice René Corail. Ce dernier a aussi obtenu la médaille de bronze aux 100 mètres nage libre. La Martinique totalise 10 médailles, dont 2 en or, et termine 7e au classement général. En natation artistique, du retour à la réalité pour nos ballerines, la concurrence a été rude, le règlement FINA plus rigoureux, ce qui a valu à nos représentantes de mauvaises notes. En solo, 13-15 ans, Jaina Lavener échoue à la 6e place. 7e place pour Maëva Piver en solo 15-18 ans. La Jamaïque, la Guadeloupe et la Barbade occupent respectivement les 3 premières places. En figure imposée U12, Lou Cuny 13e, Yona Noguera de Souza 15e, Jaina Lavener chez les 13-15 ans est 15e, chez les 15-18 ans, Maëva Piver 7e. À l'image des Carifta, le Chalchier Natation 2000, l'Espadon de Fort-de-France, le Longvilliers Club et les Dauphins du Robert iront représenter la Martinique lors des interclubs à Rodney-Saint-Lucie, une compétition qui regroupe toutes les catégories. Elle se déroulera du 5 au 8 avril. Cet après-midi avait lieu le dernier entraînement. Ils se sont déjà bien entraînés pendant les vacances, ils étaient là au stage. Et là, c'est on va dire un petit entraînement avant de changer de bassin, avant de changer d'île, de lieu, parce que le bassin, c'est un même bassin, c'est un bassin de 25 mètres. Mais c'est pas pareil, c'est pas les mêmes réglementations. Là-bas, déjà par exemple, ils peuvent nager sans bonnet. C'est peut-être différent, mais en tout cas les garçons là-bas nagent sans bonnet. Et c'est aussi pour les préparer à, comme si c'était une compétition, on va dire, majeure pour eux, même si c'est un niveau, on va dire, régional. Mais en tout cas, de se confronter contre des étrangers, même si Sainte-Lucie est à côté, c'est déjà, ils ont un très bon niveau au niveau de la Caraïbe. Le retour des nageurs est prévu le dimanche 8. Nous ne manquerons pas de vous faire suivre cette compétition. Et notez pour être précis que Thierry Baptiste a réalisé un saut de 5,5 mètres et non 5,51 mètres, ce qui reste quand même une belle performance. Allez, ATV toujours dans la proximité. Nous passons tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence à Fort-de-France avec une foire aux légumes qui a commencé ce matin. 5 tonnes de patates douces et 10 tonnes de giromont proposées au public à prix cassé. Les produits viennent de Saint-Pierre et sont annoncés sans chlordécone. Si les stocks sont suffisants, la foire devrait durer jusqu'au 7 avril prochain. Voyez les précisions recueillies par Loïc Régis. Nous avons 2 tonnes de patates qui nous viennent des flancs de la montagne Pelée. Qui dit que comme les gens parlent, on parle beaucoup de chlordécone ces jours-ci, je fais savoir aux clients qu'il n'y a pas raison de chlordécone puisqu'on n'a pas connu ces pesticides-là dans le Nord Caraïbe vraiment. Ça nous permet d'être plus proche de la population et de faire manger à moindre coût la population martiniquaise. Les patates sont à 1,50 € aujourd'hui et le giromont c'est à 1 € le kilo. D'habitude, le giromont, ça peut tourner entre 2 € ou bien la marchande vend plus une tranche de giromont 2 €. Mais là, vous avez le kilo à 2 €, à 1 €, pardon. Direction Sainte-Marie maintenant avec ce moment de partage organisé aujourd'hui par l'association La Ligne Clé en Jounin-la-Potouvay avec de nombreux ateliers pour les enfants. La tradition du Belay était au centre des échanges. Voyez ce reportage d'Hubert Bornil et de Michelet François. En plein cœur de la cité L'Étoile à Sainte-Marie, nous sommes dans les plantes médicinales. Les enfants apprennent en plus à utiliser ces plantes, le coco, la calebasse et puis le Belay, bien évidemment, on est à Sainte-Marie. Maintenant, je recommence, comme j'ai toujours dit, par les filles. Exactement. Découvert ça qui est en cuit, qui différence qui n'y est puis en calebasse, voilà qui donne le là de ce moment d'échange entre les enfants de la cité et Roland Pavilla en Maître Manioc, la tradition par côté Sainte-Marie. L'eau de coco peut remplacer un médicament qu'on appelle le plasma. L'objet de cette journée est de sensibiliser les jeunes aux produits du terroir. Donc tout ce qui est produit avec les principaux matériaux, calebasse et bambou. Ensuite, nous avons aussi les plantes médicinales que certains jeunes ne connaissent pas et que nous avons voulu les apprendre. Jeudi mot, des petits causés à sous compte Bocaille. Visiblement, les enfants n'ont aucune difficulté à suivre l'animateur. Ainsi, ils peuvent découvrir le sens de quelques bonnes expressions populaires. On a parlé de quoi ce matin? Des 5 sens. J'avais déjà vu ce qu'il faisait. Il fait des bijoux, beaucoup de choses qu'il faisait que peut-être nos grands-mères et nos grands-pères faisaient avant.
On a appris comment faire des timbales avec les calebasses. Dans le même temps, ils en apprennent sur les plantes médicinales et leurs effets sur la santé. J'apprends beaucoup de choses. Comment faire, par exemple, le thé qu'ils ont fait. Il nous a fait sentir ces plantes. Il nous a fait visiter ces plantes. Quelques parents n'ont pas hésité à délaisser la télé cet après-midi, histoire de profiter pleinement de ce grand moment belay et tradition avec leurs enfants. Ça lui permet d'apprendre plein de choses que des fois, nous parents, on n'a pas le temps, ou bien on ne veut pas prendre le temps d'apprendre à nos enfants. Donc le grand frère, il est là et puis il a la patience et on va dire peut-être la science aussi. Et puis il apprend aux enfants sa passion à lui. Et puisqu'il s'agit d'une journée porte ouverte chez Roland Pavilla, dans le vrai sens de l'accueil à Sainte-Marie, berceau de la tradition, quelques pas de danse sont exécutés par nos petits, mis en bel plaisir. Bel après-midi, comme on le voit, et comme un symbole, c'est sur une danse de Laline Clé que se termine cet échange magnifique, tradition, patrimoine et puis belay. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'une collecte sera organisée de 8h30 à 13h30 sur le parking du Leader Price à Trinité. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don, derrière le CHU Pierre Zobda Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional, mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani en Tchèque. A tout de suite.